Comme toujours, on fait des essais de micro pour commencer. Oui, Et le micro marche. Le micro marche. Bien. Alors, je vous remercie. Et je remercie la Griffe également. Je suis très sensible au fait que ce soit, on va dire des jeunes, pour moi vous êtes des jeunes, hein, qui m'invitaient à venir vous parler d'un auteur méconnu, mal connu, méprisé, honni, et présenté comme l'abomination de la désolation. Et il s'appelle Charles Maurras, et je peux dire que c'est un auteur avec lequel c'est beaucoup de prétention, mais quand même, il y a un peu de vrai. J'ai vécu. Intellectuellement, j'ai vécu avec lui pendant de très longues années, dès mon plus jeune âge, puisque il était dans la bibliothèque de mon père, et je lisais la bibliothèque de mon père dès mon plus jeune âge. La pensée de Maurras. Alors, vous avez remarqué, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous aient lu beaucoup d'œuvres de Maurras. Je vais essayer de vous dire des choses qui ne sont généralement pas dites à son propos, et qui même sont, si jamais je les émettais devant certaines personnes, seraient immédiatement contredites, parce que je les contrarierais profondément. Alors, Charles Maurras, en quelques mots, vous le situez, donc un maître intellectuel. Il est né en 1868, 2 ans avant la défaite de 1870. Il a été élevé dans les bonnes écoles, au collège d'Aix. Il a perdu son père très jeune. Ensuite, c'était un esprit très brillant. Il a été, comme il est devenu sourd à l'âge de 13-14 ans, il a été pris en charge par un prêtre qu'il aimait beaucoup, l'abbé Penon, qui est devenu ensuite l'évêque, Monseigneur Penon, l'évêque de Moulins. Et ce garçon, qui était extrêmement profond, extrêmement brillant, qui avait, dès l'âge de 16 ans, 17 ans, quand on a les lettres de cette époque-là, qui avait tout lu, qui lisait tout, qui s'est intéressé à la philosophie très jeune, à la poésie également, à la critique littéraire, a traversé une crise de la foi très profonde, mais a gardé toujours une très grande révérence pour l'Église catholique et une très grande révérence en particulier pour son maître, Monseigneur Penon. Il est monté à Paris et puis là, il est entré dans le journalisme. Il a d'abord fait de la critique philosophique, de la critique littéraire, il a même été repéré. Dès l'âge de 17 ans, il écrivait un article sur Élie Rabier, qui était un philosophe de l'époque qui avait sa réputation puisqu'il était à la Sorbonne. Élie Rabier a été surpris lorsqu'il l'a rencontré de s'apercevoir que c'était un jeune homme et qui avait fait un tel article sur son compte, et puis qu'il semblait connaître un peu l'ensemble de la philosophie contemporaine. Et il se fait tout de suite remarquer par son esprit brillant, il fait de la critique littéraire, et puis ensuite il écrit dans un certain nombre de journaux royalistes, la Gazette de France, Le Soleil, et il se fait connaître par ses critiques, et à la suite d'un retour de Grèce, où il a eu l'occasion d'être l'un des premiers reporters, pour parler le langage actuel, des premiers Jeux olympiques d'Athènes. Il a eu l'occasion de revenir non seulement avec une somme de notes relatives aux Jeux olympiques, mais en même temps avec une réflexion de fond sur l'apport de la Grèce, ce qu'il appellera lui-même la naissance de la raison. Et alors, au retour, commence l'affaire Dreyfus, il entre en politique et il entre dans la bagarre, et il est le premier à prendre parti très très violemment après le suicide du colonel Henry. Bon, je vous passe tous les détails, et
à partir de ce moment-là, il rejoint une équipe qui se crée, qui s'appelle l'Action française. Il n'en est pas le fondateur. Ce sont d'autres philosophes, comme Henri Vaugeois, comme Maurice Bugeaud, qui ont fondé cette Action française. Il y entre, il y a une revue, il écrit dans la revue, et lui, en 1900, il publie dans la Gazette de France, de manière régulière, une enquête sur la monarchie. Et alors, il va se faire connaître en ce début du XXe siècle, 1900, ça sera publié en 1900, Enquête sur la monarchie, le premier exemplaire. Il se fait connaître comme celui qui dit « mais la France ne peut pas s'en tirer autrement que si elle revient à des institutions naturelles qui lui garantissent une stabilité, un ordre, une conception intelligente de la politique, qui ne peut se faire que dans la durée, par exemple la politique étrangère. » Alors il écrira des sommes d'articles qu'il remettra dans des livres, soit en politique étrangère, avec son fameux Kiel et Tanger, remarquable, où dès 1907, il prédit la guerre de 14-18, 500 000 jeunes Français couchés froids et sanglants sur leurs terres mal défendues. Mais il écrit également sur les questions religieuses. Il fait une discussion avec Marc Sangnier, qui était à l'époque le patron du Sillon, celui qui voulait faire un accord entre l'Évangile et la Révolution, entre l'Église et la République, qui suivait donc les consignes données par Léon XIII. Et il mène toutes ces discussions, il mène tous ces combats, puis arrive la guerre de 14-18. Il ne peut pas, lui, être militarisé, puisqu'il est sourd. Il est incapable donc, de remplir le service militaire, mais il poursuit son combat dans une action française qui est devenue quotidienne. Grâce à l'Action française, un culte de Jeanne d'Arc a été rendu public dès les années 1906-1907. L'Action française est non seulement un quotidien, mais c'est devenu un mouvement, c'est devenu une ligue. Et dans l'entre-deux-guerres, Maurras passera son temps à avertir des dangers. Il s'impose comme une autorité intellectuelle. Il a eu tellement raison avant la guerre, en annonçant la guerre, en face de gens comme Jean Jaurès, qui disait jamais l'ouvrier allemand n'entrera en lutte contre l'ouvrier français. Bon, on a vu ce qui s'est passé concrètement. Et Maurras, avec Jacques Bainville, avec Léon Daudet, annonce malheureusement la Seconde Guerre mondiale. Pratiquement, on peut dire que Bainville l'a annoncé dans ses conséquences politiques de la paix, qui est un livre d'une clarté remarquable, où tout est prévu jusqu'à l'attaque de la Pologne, enfin, la façon dont la guerre s'est déclenchée, et l'apparition donc du nazisme, d'une Allemagne toujours présente au centre de l'Europe, et qui est la maîtresse des destinées de l'Europe. Alors arrive la défaite de 1940, et puis Maurras continue son métier de journaliste, il donne son adhésion au gouvernement du maréchal Pétain, mais il ne fait absolument pas partie des équipes de Vichy, contrairement à tout ce qu'on a prétendu. Arrive la libération, bien, il est condamné, et il passe la fin de sa vie, pour ainsi dire, en prison, où il écrit encore des chefs-d'œuvre, des livres remarquables que je vous conseille de lire pour un jeune Français, qui est une sorte de mémorial. Votre Belle aujourd'hui, qui est une réponse au président Vincent Auriol de l'époque, et où il traite toutes les questions politiques qui, à l'heure actuelle, se retrouvent à peu près dans les mêmes termes. L'Europe, puisqu'il en était déjà question à l'époque, la bombe atomique, voilà, toutes les questions d'actualité, il les traite dans ses différents livres, et il écrit ses poèmes, parce que pendant toute sa vie, il a écrit des poèmes, qu'il a publiés, la musique intérieure, la balance intérieure, et donc il meurt, après avoir écrit aussi un curieux roman dont je vous parlerai tout à l'heure, qui s'appelle Le Monde Saturne, et j'y reviendrai. Et il meurt en 1952, et puis depuis lors, comme je vous le disais tout à l'heure en ouverture, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il a eu énormément de disciples. Imaginez qu'à un moment, l'Action française était en partie rédigée, surtout sur le plan littéraire, par des gens comme Thierry Monnier, Bardèche, Brasillac. Il y avait des équipes absolument prestigieuses autour de l'Action française. Alors ensuite, il y a eu des brouilles, des machins, comme dans tous les mouvements. On s'entend ou on ne s'entend pas, surtout il y a des lignes politiques qui sont définies, que les gens suivent ou que les gens ne suivent pas, mais peu importe, ça c'est du détail.
Ce qui compte, c'est qu'il a eu un prestige intellectuel incomparable et qu'il a, en quelque sorte, rénové l'idée royale en France au cours du XXe siècle. Et puis depuis, son nom figure comme une sorte de repoussoir, c'est-à-dire, vous avez remarqué, dès que le journal Le Monde, dès que le journal Libération, dès qu'un journaliste essaye un peu d'être intelligent sur n'importe quelle radio d'État, et qu'il veut désigner quelque chose comme un mal absolu, il dit Maurras ou maurassisme, ce qui est encore un terme encore plus, évidemment, plus péjoratif. Alors, maurassiste, ça veut dire Maurras aurait eu horreur de ce mot, évidemment. Ça veut dire le mal absolu, mais là on ne sait pas de quoi il s'agit. Il y a une sorte d'amalgame avec Vichy, avec la collaboration, avec le nazisme, alors que Maurras était, c'est bien connu, même germanophobe, et qu'il est resté toute sa vie et jusqu'à son dernier soupir, et qu'il a écrit sur le sujet des pages, que ce soit sur la philosophie ou la politique allemande, des mises en garde. C'est pas qu'il détestait les Allemands, mais c'est qu'il se méfiait de ce que pourrait être une Allemagne qui vivrait selon les principes de sa nouvelle refondation, avec les Fichte, les Hegel, les Feuerbach, et puis tout ce que vous savez. Et Maurras était très inquiet, parce qu'il avait étudié toutes ces choses-là, et qu'il savait que l'on ne joue pas avec l'histoire. Alors, voilà une petite introduction. Le sujet est immense, alors il faut que j'aille très vite, puisqu'on m'a demandé de la vision théologique. Alors ça, c'est fabuleux, parce que c'est la première fois que je crois que devant des jeunes gens, je vais parler de ce sujet qui me tient à cœur. Et vraiment, merci. Parce que Maurras est tenu par le monde officiel. Mais on sait que derrière Maurras, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une démonstration littéralement invincible selon laquelle la France ne peut pas vivre avec les mauvaises institutions qui sont issues de la Révolution française. Or, jamais ça n'a été plus vrai qu'aujourd'hui. Je pourrais vous faire la démonstration ce soir, mais ce n'est pas le sujet qu'on me demande. Mais c'est passionnant. Maurras était partisan, je vous dis ça en passant, parce que c'est important. Maurras était partisan d'abord des libertés. Il a d'abord défendu les libertés, avant de défendre l'autorité. On le présente toujours comme un jacobin de droite, comme un autoritariste, ou une sorte de fasciste. Mais pas du tout. Le premier combat de Maurras, ça a été pour retrouver les libertés, notamment les libertés provinciales. Il a voulu faire partir du Félibrige. Et il s'est même battu au sein du Félibrige avec son ami Amouretti pour que le Félibrige ait une doctrine politique qui soit une restauration de l'idée de décentralisation. La première brochure politique de Maurras s'appelle « Une idée de la décentralisation ». Il disait que ce mot était affreux, il avait parfaitement raison, mais il s'en servait, une idée de la décentralisation. Pour lui, l'important, c'était la défense des libertés. Et pour lui, les libertés, c'était les libertés familiales, les libertés locales, les libertés civiques, les libertés provinciales, les libertés linguistiques. Et pour lui, la garantie de la liberté, c'était l'autorité. Mais pour ça, il fallait une autorité qui soit en rapport avec ces libertés. Je vais très vite. Mais c'est toute la démonstration de l'enquête sur la monarchie. Dans l'enquête sur la monarchie, vous avez la moitié des questions qui portent sur les libertés. Et la liberté du travail, la liberté et l'organisation aussi du travail. Et pas une liberté destructrice, pas une liberté avec un grand L, avec laquelle les libéraux, aussi bien que les socialistes, détruisent le monde tel qu'il existe. Pour lui, c'était les libertés concrètes qu'il fallait sauver, y compris les libertés religieuses, bien sûr. Mais pour cela, il fallait qu'il y ait une autorité qui, elle-même, ait le sens de la liberté, qui ne soit pas une autorité factice. Et ce que Maurras a dénoncé tout de suite dans La République, c'est ce côté factice. C'est-à-dire, en deux mots, parce que les choses sont assez simples. Pourquoi l'éducation nationale? Vous vous posez la question, elle est très simple, parce que Jules Ferry a répondu, et Vincent Peillon y répond, et M. Hamon, Benoît Hamon, y répond de la même façon. C'est pourquoi? C'est parce que les enfants n'appartiennent pas aux familles, mais les enfants appartiennent à l'État, et d'abord, ils sont des électeurs. Par conséquent, il convient de les former. Et il faut leur former le cerveau selon les schémas républicains pour qu'ils deviennent de bons citoyens et de bons républicains. Ils vous l'ont expliqué 50 fois.
C'est-à-dire, il n'y a rien de plus totalitaire que ce régime, qui est un régime proprement idéologique, bon, qui n'a rien à envier au nazisme, au fascisme de ce point de vue-là. C'est du même ordre, sauf qu'il n'y a même plus de la nation. Et simplement, il y a l'État qui prétend régenter, qui prétend même faire la morale. Maurras disait, au nom de quoi l'État ferait-il la morale? C'est pas lui qui l'a créé, et c'est pas lui qui en est le maître. Au mieux, il est chargé de sanctionner les fautes qui sont commises juridiquement, et qui généralement sont des fautes morales en même temps. Voyez-vous, grand défenseur des libertés, et il n'a défendu l'autorité que parce que l'autorité était nécessaire, il fallait restaurer l'État. Et il disait déjà de son temps, pourquoi l'État s'occupe-t-il de faire des allumettes? L'État est chargé des grandes fonctions régaliennes. On les appelle régaliennes, c'est bien exprès, royales. Alors ça, voilà la démonstration de Maurras, il l'a poursuivie, il l'a faite avant la Première Guerre, entre les deux guerres, et il a continué après la Deuxième Guerre mondiale, en prison, il a continué tous les jours pour montrer que, 1, la République tuait les libertés, 2, que la République n'était pas un État constitué de façon saine et capable de défendre les intérêts de la France, parce que cet État était souverainement dépendant de l'élection et de ceux dont dépendaient les électeurs. Et aujourd'hui, la démonstration, elle est archi-prouvée, archi-faite. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mystérieux chez Maurras? Et pourquoi m'avez-vous demandé cela? Parce que cette démonstration implacable, elle a été d'une certaine manière rejetée, y compris par des esprits spirituels, à cause du fait que cette démonstration s'ancrait dans la nature des choses. Maurras parlait de la nature des choses. Vous avez sa magnifique préface que je vous invite à lire de son Bienheureux Pidis, qui est un livre qu'il a écrit au moment de la béatification de Saint Pidis par Pie XII. Une magnifique préface dans laquelle il explique précisément la coordination des deux ordres, l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Et ce qu'on reprochait à Maurras, c'était de s'ancrer dans l'ordre naturel. J'ai connu d'excellents prêtres, quand j'étais jeune, puis même maintenant que je suis moins jeune, j'en rencontre, et qui reprochent tous à Maurras, à mon avis qu'ils ont souvent peu lu ou pas lu, ils reprochent alors ce qu'on appelle son positivisme, parce qu'il a parlé d'Auguste Comte, il s'est recommandé d'Auguste Comte, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure en quelques mots, parce que ce soir c'est une première initiation, si vous voulez. On peut tout dire, c'est impossible. Maurras est un auteur immense, il faudrait des heures et des heures, et on ne va pas y passer la nuit, je vous promets. Et donc, une sorte de rejet, mais à droite comme à gauche, de tout le monde. Et pourtant, sa démonstration, elle est limpide, elle est claire, je viens de vous la faire en quelques mots, et je suis sûr que dans le fond de vos intelligences et de vos cœurs, vous êtes totalement d'accord, ça demande à être affiné, mais Maurras a fait des démonstrations répétitives. Pendant toute sa vie, il a, d'une certaine manière, répété la même chose. On disait, vous dites toujours la même chose. Il disait, mais parce que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que nous sommes mal gouvernés, nous sommes mal représentés, et nous sommes privés de nos libertés. Donc je répéterai indéfiniment les mêmes choses, et je vous dirai les raisons pour lesquelles nous devons retrouver nos libertés, et retrouver un État digne de ce nom, qui, au lieu de s'occuper de l'éducation de nos enfants, s'occupera de défendre nos frontières. C'est clair. Et à l'heure actuelle, tout le monde est d'accord. Même les partis socialistes. Les partis socialistes, j'ai entendu l'autre jour des gens dire « Ah oui, il faudrait que l'État se resserre ». Alors quand l'État se resserre, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a 22 ministres et 40 secrétaires d'État. C'est inimaginable. Il n'y a pas un Français pour rigoler, leur rire si. Ça commence à se faire grâce à tous les sites Internet de la jeunesse française qui est en train de se réveiller. Tant mieux. J'étais ravi de voir d'ailleurs cette jeunesse. Je peux vous dire que l'année dernière, j'ai passé mon temps dans la rue. Je ne sais pas si on s'est rencontrés, mais en tous les cas, je faisais à la fois mon métier de journaliste et surtout je m'émerveillais de voir apparaître ce que cette France éternelle à laquelle nous croyons, mais qui semblait avoir disparu après le muselage auquel nous a contraint l'État républicain. Alors pourquoi le mystère de Maurras? Parce que précisément, quand l'objection qui est faite est une mauvaise objection, mais c'est une objection qui s'est retrouvée dès le début.
Et là, je vais vous parler de quelque chose qui, à mon avis, est mystérieux. Je ne prétends pas éclaircir le mystère de Maurras, puisqu'un mystère, c'est d'abord un mystère. Je pense qu'il est encore plus mystérieux après les quelques mots que je vais essayer de vous dire. Je vais essayer de vous dire, pour le résumer. Maurras a commencé sa vie en publiant un livre, comme sa vie littéraire, en publiant un livre qui s'appelle « Le chemin de paradis ». De la première édition. Je vais relier parce que sinon ça partirait en poussière. 1894-1895. Composé de 9 contes. 9 contes mystérieux qu'on a pris pour des contes païens, d'autant plus que, dans un premier temps, son intention avait été, de fait, d'intituler ces contes « Contes païens ». La première version, c'était « Contes païens ». Ensuite, c'est devenu « Contes philosophiques ». Ensuite, c'est devenu « Mythes et fabliaux ». Mythes et fabliaux, et ensuite « Contes philosophiques ». Pardonnez-moi, dans les différentes rééditions. Nous allons essayer, mais en quelques mots, j'ai encore une petite demi-heure pour vous expliquer les choses. Nous allons essayer de comprendre ce Maurras mystérieux, ce chemin de paradis, c'est ce qui a servi à le condamner. Alors, je vais dire quelques mots sur les clercs, mais ne croyez pas que mon appréciation est une appréciation définitive. Il se trouve que ce que nous connaissons à l'heure actuelle dans les luttes internes de l'Église, vous avez entendu parler au moins du livre de Dia, sur le pape Benoît XVI, l'homme qui ne voulait pas être pape. Il est extrêmement intéressant, parce que Dia fait son métier de journaliste, et sans forcément aller jusqu'au fond des questions, notamment théologiques ou dogmatiques ou disciplinaires, parce que ce n'est pas son rayon, avec discrétion il s'efface, mais il raconte les luttes. Et encore les luttes extraordinaires, enfin les luttes pas extraordinaires, les luttes effroyables que le pape Benoît XVI a été obligé de mener à l'intérieur même de son Vatican. Et Dia a l'avantage de donner en plus les noms, y compris les cardinaux. Donc on sait qu'il y a depuis maintenant plus d'un siècle, il y a toujours eu, mais plus d'un siècle, une lutte intestine, donc au sein de l'Église, entre des tendances, et particulièrement entre 2 tendances. Et cette lutte est récurrente, et on la voit transparaître à chaque pontificat, et les observateurs, les journalistes, avec plus ou moins bon esprit, peut-être avez-vous lu le Figaro Magazine de cette semaine, est très intéressant, l'article de Guénois, ou l'article de Guénois également dans le Figaro d'hier, sur les vraies lignes de résistance du pontificat de François, du pape François. Alors c'est très très intéressant, parce que vous devinez, vous savez, par votre éducation, par le fait que vous appartenez à des familles catholiques, vous savez très bien que cette lutte, elle est permanente, elle est là, et vous avez voulu peut-être en sortir, en tous les cas vous avez fait vos choix, qui est le choix du catholicisme, le choix de l'Église, et un choix franc et massif, et avec une confiance. Or, il faut bien se rendre compte que la méfiance a été installée dans les esprits depuis très longtemps. Et ça, c'est au cœur de Maurras. Et donc, souvent, les clercs n'ont pas compris, ils n'ont pas vu, parce qu'ils ont été dupés par les apparences. Maurras s'est donné une apparence on va dire, de naturaliste, on dira de positiviste. Mais quand vous lisez son admirable étude sur Auguste Comte, vous apercevez qu'il n'adhère à aucune des théories fumeuses d'Auguste Comte. Ce qu'il prend chez Auguste Comte, c'est la méthode. C'est-à-dire ce qu'il appellera plus tard, à l'imitation de Sainte-Beuve, l'empirisme organisateur. C'est-à-dire j'essaye de comprendre comment l'enchaînement des événements et j'essaye de voir
de définir la cause et l'effet, et de ne pas confondre la cause et l'effet, et de voir pourquoi les choses vont dans un sens et non pas dans un autre. C'est très important du point de vue de la politique. Alors ça lui a été reproché par manque d'esprit spirituel, etc., y compris par des très bons prêtres que je connais bien, et qui se classent pourtant dans la tradition la plus ferme et la plus... Maurras a joué un jeu mystérieux, et qui se trouve dès l'origine dans le chemin de paradis. Et puis je vais vous dire, parce que j'anticipe que je veux faire vite, toute sa vie, il a mené ce double jeu. On va dire, il a joué un double jeu sur un orgue. Il a mené un premier jeu extrêmement clair, de démonstration lumineuse, tant sur le plan littéraire que sur le plan politique, et même sur le plan philosophique. C'est la critique de Kant, de tout le kantisme de la fin du XIXe et du début du XXe, de Renouvier, etc., tout ce que l'on pouvait, des Cousins, des Victor Cousin et des autres. C'était la première chose. Et c'était là-dessus qu'il rassemblait les gens, qu'il a rassemblé progressivement les esprits, que les gens adhéraient à sa démonstration, parce qu'elle était particulièrement claire, particulièrement lumineuse. Mais il avait un deuxième registre. Et ce deuxième registre, c'était une sorte de registre poétique, dont son premier livre, Le chemin de paradis, est le type achevé même. Et toute sa vie, il écrira des poèmes qui reprendront la même symbolique que Le chemin de paradis, très souvent avec l'histoire d'une dame, d'une très belle dame. Alors ensuite, pardonnez-moi, je fais une petite parenthèse, on parlera de maîtresse, de machin, etc. Pour moi, ça a un intérêt tout à fait secondaire, parce qu'il est évident que cette femme est idéalisée et qu'il suffit de connaître notre littérature, Alain Chartier, sous Jeanne d'Arc, pour reconnaître absolument la typologie, Ronsard, s'adressant à la France, pour reconnaître de fait une typologie de la France. Et donc il parle à la France. Je ne redirai plus à vos pieds ma détresse, en voici le soupir, ô mon unique Dieu. C'est absolument splendide. Et il parle. Et cette France qui est la plus belle, elle comprend, c'est la plus intelligente, c'est la plus belle, et elle ne fait pas. C'est le mystère du chemin de paradis. C'est-à-dire que... alors je n'explique pas le mystère. Je dis simplement que les contes du chemin de paradis, on les a pris au pied de la lettre. Et quand je me suis permis un jour de donner une première conférence pour expliquer ce que pouvaient être ces contes, parce que l'idée m'en est venue, que ça donnait à Maurras une dimension incroyable. Une dimension incroyable. Alors, des esprits un peu cacochines m'ont dit « Hilaire, c'est très gentil, mais il ne faut pas parler de ça, parce qu'on a déjà été condamné à cause de ça, donc on ne va pas recommencer une deuxième condamnation. » Là, on redoutait. Et je disais « Mais le secret, il est là. Donc c'est quand même ce qui est le plus intéressant. » Oui, mais c'est ce qui est interdit de lire. D'abord, ça a été mis à l'index. C'est interdit de le lire. Oui, mais c'est ce qui est le plus intéressant. C'est ce qui est le plus captivant. C'est ce qu'il y a de plus magnifiquement écrit. Au cap incomparable, sans nous être aimés, nous nous sommes compris, et sans avoir osé descendre jusqu'à la version déclarée, nous avons reconnu la différence de nos cœurs. Je suis revenu seul pour songer à vous, mon ami. Là, il écrit à son ami. C'est absolument merveilleux. Pourquoi faut-il mettre ça de côté? Il a écrit ça, il avait 23 ans, 24 ans. Il a publié ses contes de façon séparée, dans des brochures, dans des revues de l'époque, la revue bleue, la revue blanche. Et puis ensuite, il les a rassemblés. Et il a tout dit, mais de manière mystérieuse. C'est un mode allégorique, il dit mythes et fabliaux. Les mythes et fabliaux, La Fontaine, le roman de Renard, mythes et fabliaux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc il ne faut pas prendre au pied de la lettre. C'est donc allégorique, c'est-à-dire c'est une histoire racontée. On croit que c'est une histoire, et en fait, derrière, c'est une autre histoire. Alors, je vous en donner quelques exemples. Et puis, il y a une symbolique.
C'est-à-dire que les termes, les mots, c'était tout à fait l'époque, hein, Huysmans, Maeterlinck, c'était l'époque. Le soleil, c'était le soleil de la vérité religieuse. La lune, c'était la lune de la politique. Les temps, c'était l'histoire politique, les temps. Mais la mer, c'était l'histoire divine. Et tout est composé de façon extraordinairement poétique, et vous retrouvez exactement les mêmes thèmes, aussi bien dans le Chemin du paradis que dans sa poésie pendant tout le cours de sa vie. Et puis vous le retrouvez à la fin de sa vie dans un conte qui s'appelle Le Monde Saturne, où on retrouve encore l'histoire d'un homme avec une belle dame qui s'appelle comme par hasard Marie-Thérèse et qui est mal mariée par l'Église et par l'État à un homme qui la trompe, qui la pille. Vous avez tout deviné, pas besoin d'en faire plus long. Maintenant, il faut expliquer tout au détail, parce que c'est là que j'allais dire, on cherche. Et évidemment, c'est très difficile à expliquer dans le détail. Et en réalité, Maurras, en 1892, comprend quelque chose que d'autres comprennent, mais peut-être pas aussi intensément que lui. Qu'est-ce qui s'est passé en 1892 ? Je vous ai raconté un peu sa vie, le début de sa vie. En 1892, vous avez le toast d'Alger, 1891, et en 1892, vous avez le pape Léon XIII, d'abord dans le Petit Journal, et puis ensuite dans une encyclique, au milieu des sollicitudes, qui prône, littéralement prône, le rapprochement des catholiques avec la République. Alors, il y a un débat. À l'époque, vous avez Albert Demain qui a marché, qui pourtant était royaliste, qui était député, qui a marché dans ce qu'on a appelé le ralliement. Puis vous avez des gens comme Latour du Pin, hein, Latour du Pin, Chambly, Lacharce et Gouvernay, le fameux marquis, qui a écrit Jalons de route, qui a écrit Un ordre social chrétien, qui a vécu, qui a connu Maurras, hein, qui aimait beaucoup Maurras, et qui lui a dit je mange pas, pardonnez-moi, il était plus élégant que cette formule, mais je crois que sa formule c'était ça me ferait un joli gant. Non, en fait, ça voulait dire je ne mange pas de ce pain-là. Voilà. Vous pourrez beau me dire qu'il faut le faire. Alors, ça a été un désastre. Ça a été un désastre aussi bien pour les ralliés, électoralement, et ça a été un désastre pour les monarchistes, et puis ça a été un désastre pour la France, parce que du coup, la République opportuniste s'est installée, puis ensuite la République radicale, qui, elle, n'a pas cessé de mener sa lutte contre la religion, et de renvoyer les congrégations, et puis ensuite d'obtenir la séparation de l'Église et de l'État, 1905, dont aujourd'hui des clercs se félicitent, bien sûr, parce que peut-être grâce à cela, les cathédrales ne se sont pas effondrées, mais enfin, en soi, c'était quand même quelque chose de, une nouveauté dans l'histoire de France absolument nouvelle, et qui faisait que progressivement l'État se prenait lui-même pour l'Église. C'est-à-dire c'était lui qui s'érigeait comme l'autorité absolue. Parce que en matière politique comme en matière religieuse, hein, au bout du compte, au final, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste comme autorité? Et l'autorité, elle a un caractère. Si elle n'est pas déléguée, elle est absolue. C'est absolu. Et c'est ce que revendique l'État républicain. Valls vous dit c'est comme ça. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Parce que l'État républicain l'a pensé. Vous dites nos valeurs. Mais quelles sont vos valeurs? Ben, les valeurs, c'est ce à quoi croient Valls, Vincent Peillon, François Hollande, etc. C'est-à-dire ce qui leur a permis de faire carrière et de réussir leur vie politique. Parce qu'il faut être très, très franc, c'est comme ça que ça se passe. Monsieur Aquilino Morel avait lui aussi certainement des valeurs. Et Cahuzac avait beaucoup de valeurs quand il a protesté droit dans les yeux qu'il ne mentait pas, c'était une valeur républicaine, sûre. Et vous comprenez ce que je veux dire? C'est voilà, l'autorité, voilà, il y a un moment où il y a... Voilà, c'est comme ça, c'est absolu. Et l'autorité, les bonnes autorités sont celles qui savent reconnaître au-dessus d'elles une autre autorité.
comme disait Savonarole au cardinal qui venait le condamner à être brûlé, de la part d'Alexandre Assis Borgia, Savonarole dont on peut contester la politique. Savonarole répondait du haut de son bûcher, répondait « Monsieur le cardinal », parce que l'autre lui disait « Vous êtes condamné pour ici-bas et pour l'éternité ». Et Savonarole, qui était quand même un bon théologien, en tant que dominicain, répondait « Monsieur le cardinal, vous avez le droit pour ici-bas, mais pour l'éternité, non. L'autorité, de l'autre côté, il y a un autre juge. » Il avait parfaitement raison. Revenons à notre propos. Maurras comprend quelque chose de fantastique. De fantastique. Il comprend que, avec ce ralliement, c'est pour des années et des années que se joue une partie dans laquelle l'Église sera forcément et toujours perdante. Alors, je reviens sur Léon XIII. Léon XIII n'est pas, je ne critique pas le pontificat de Léon XIII. Léon XIII est un pontife qui a écrit des encycliques magnifiques sur l'ordre naturel. Il a écrit également contre la franc-maçonnerie. La même année où il prônait le ralliement à la République, il faisait une encyclique sur le rosaire et une autre encyclique sur le Sacré-Cœur. C'est pour vous dire. Et il pensait, quel était le raisonnement de Léon XIII, qui sera le même raisonnement de Pie XI quand Pie XI condamnera l'Action française. C'est que la France est catholique, les monarchies qui sont autour, parce qu'à l'époque l'Europe est encore monarchique en grande majorité, les monarchies qui sont autour sont gangrenées par la franc-maçonnerie. Bon, il aurait pu penser que la France aussi l'était. Mais il se disait, l'Église met un pas en avant, elle se montre moderne. Deuxièmement, on ne va pas se battre sur cette question d'institution, puisque maintenant la monarchie s'est passée. L'important, c'est que la France étant catholique, majoritairement encore catholique, si tous les catholiques votent bien, comme on est dans un régime parlementaire, ce qui rassurait Léon XIII, qui était le cardinal Pecci, qui était connu pour être un tantinet libéral, et qu'il était en effet, c'est-à-dire qu'il aimait bien les gouvernements de ce type-là, et les gens comme ça sont généralement très autoritaires. C'était le cas de Léon XIII et c'était le cas de Pie XI. Mais ils aimaient bien les régimes libéraux, parce qu'ils se disaient, et le calcul n'était pas forcément, était loin d'être idiot, ils se disaient, c'est un régime parlementaire, si on arrive à avoir une majorité de gens bien qui votent, et puis non seulement les catholiques, mais les gens honnêtes, etc., si on arrive à rassembler tout ce monde-là, eh bien nous aurons de bons députés, puisque c'est un régime parlementaire, ils feront de bonnes lois, et puisque c'est un régime parlementaire, et que le gouvernement est issu de la Chambre des députés, eh bien nous aurons de bons gouvernants. C'était ce que voulait Léon XIII, il s'y est obstiné, jusqu'à parler de démocratie chrétienne à la fin de ses jours, pratiquement. Et ça sera repris par Pie XI, mais je ne vais pas revenir sur 1926, j'en dirai un tout petit mot à la fin. Alors je reviens à Maurras. Maurras assiste à cela. Et il voit les débats qui ont lieu à ce moment-là. J'ai eu l'occasion, parce que j'ai fait des recherches en bibliothèque, et j'ai lu à peu près toute la littérature de l'époque. Toute la littérature de l'époque. Et notamment toute la presse. Et le journal La Croix en particulier, puis toute la bonne presse, et à l'époque il y avait énormément de journaux religieux. Et dans les journaux religieux, vous aviez une pression qui était mise sur le clergé d'abord, sur l'ensemble du clergé, les assomptionnistes, etc., et sur les pèlerinages, et puis sur les chrétiens, pour leur expliquer, voilà la politique du pape. La politique du pape, et puis il y avait eu l'infaillibilité pontificale qui avait été décrétée au Concile Vatican I, donc sous le pape Pie IX, à la fin de Pie IX. Et donc par une sorte d'exagération de cette infaillibilité, car l'infaillibilité était limitée au domaine dogmatique et au domaine moral, on l'a étendue sur le plan politique, et il faut lire les articles de l'époque, avec des curés qu'on appelait à l'époque les curés démocrates, les prêtres démocrates, alors je vous en cite quelques-uns, l'abbé Klein, l'abbé Hébert, l'abbé Duchesne, etc., qui écrivaient brochure sur brochure pour expliquer que
il n'y avait plus aucune tension, aucune contradiction entre l'Évangile et la République, entre l'Église et les institutions démocratiques, que le mariage était fait, qu'il allait se faire, et qu'on allait voir ce qu'on allait voir, et que la France allait être la grande nation républicaine, démocratique et chrétienne. C'est parti pour ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'était. Maurras disait ça tous les jours. Et pendant ce temps-là, vous aviez des vieux royalistes, et puis des jeunes royalistes, parce qu'il y avait des jeunes royalistes aussi à l'époque, qui étaient là, qui se morfondaient, qui se disaient « mais qu'est-ce que je peux faire ?» D'autant plus que déjà à l'époque, le prêtre lui disait « attendez, c'est pas bien ça. Vous êtes contre le pape. Et qui est contre le pape est contre le bon Dieu. Vous ne pouvez plus vous approcher des sacrements. Déjà. Ça se retrouvera en 1926 avec la condamnation de l'Action française. » Alors, c'est extrêmement intéressant parce que Maurras voit ça, et du coup, il analyse. Et en particulier, ce qui va le mettre en colère, c'est l'apparition d'un livre. Bon, ça va aller dans le même sens, il y a eu l'union morale, l'union de la France chrétienne. Bon, je vous passe les détails, sinon on y passerait la nuit, avec Melchior de Vogüé, avec... comment s'appelait-il, enfin peu importe les noms. Et alors vous avez un certain Théodore de Viseva, W-Y-Z-E-W-A, polonais d'origine, qui se met à écrire des contes chrétiens. Contes chrétiens. Et où Jésus apparaît comme le premier, le meilleur, le plus merveilleux des démocrates. Et alors il raconte l'évangile à sa manière, un évangile qui n'est plus du tout l'évangile de la révélation, c'est-à-dire d'un Fils de Dieu incarné, qui vient sur terre pour apporter le salut, qui meurt et qui ressuscite, mais après avoir fait une confrontation avec ses adversaires, les autorités de Jérusalem de l'époque. Ça n'a plus rien à voir avec ça, c'est une sorte de... Voilà, tout se passe bien, tout est bien, il suffit d'être gentil, il suffit d'être chrétien. Mais vous entendez bien, le mot chrétien, ça veut dire, pardonnez-moi, niais, neuneux. Un christianisme complètement qui a évacué toute la force de la religion. C'est plus de la charité, c'est plus de la bienfaisance. Car pour avoir la charité, il faut avoir la foi. Et la charité n'est esquisse que dans la mesure où la foi est forte et vigoureuse, évidemment. Là, c'est un christianisme de mauvaise aloi, un christianisme facile, où Jésus vient de toute façon donner raison à tout ce que vous voulez faire sur cette terre. Voilà, donc, comme dit l'autre, pourquoi pas un mariage homosexuel? Jésus n'a rien contre. Voilà, on serait, vous mettez ça 100 ans en arrière, il aurait fait un conte pour expliquer, il aurait mis en scène deux messieurs ou deux dames se mariant, et puis Jésus donnant sa bénédiction. D'où l'idée, chez Maurras, de faire des contes antichrétiens. Vous comprenez? Ça, c'est intelligent, c'est fort. Évidemment, ça ne passe pas. mais c'est fort, c'est intelligent. Alors, il n'appellera pas ça des contes antichrétiens, il appellera ça le chemin de paradis. Du nom du chemin qui passe au pied de sa maison à Martigues. Mais en fait, c'est bien ce que ça veut dire. Il veut sortir de ce faux christianisme qui, pour lui, est en train de tuer la civilisation. Et qu'est-ce que c'est que la République, chers amis, avec leurs valeurs prétendues, si ce n'est un faux christianisme? Et comme disait très bien Chesterton, qui avait tout vu comme Maurras de la même façon, ce sont les vertus chrétiennes devenues folles. Les vertus chrétiennes devenues folles. Ces gens-là, on les écoute, ils sont meilleurs que vous. Ils sont meilleurs que vous. Franchement, Jésus-Christ n'a plus qu'à se mettre à leur école. C'est un peu comme Théodore de Viseza. Le Jésus-Christ véritable, où est-il? D'où Maurras écrit son chemin de paradis, et il l'écrit de manière allégorique, de manière cachée. Alors, je vous lis un, deux ou trois passages. Vous deviez avoir quelques textes sous les... mais c'était trop difficile. Je ne sens point de honte à venir ainsi après Dante avertir le lecteur de faire effort de bienveillance et de pénétration. Écoutez bien. Nos aïeux du XIIIe siècle, qui furent les maîtres de Dante,
était plus exigeant que je ne le serais jamais. Il voulait que tout vrai plaisir esthétique ou de connaissance demandât un acte d'amour. Ainsi appelait-il amour leur douce langue, amour la poésie, amour les délicats problèmes de la gaie science, amour enfin toute science. Le Breviary d'Amor était le livre de lecture encyclopédique dont il nourrissait la jeunesse. Alors, je vais un petit peu plus bas. Notre France du Moyen-Âge et de la Renaissance n'ignora pas non plus ce gracieux enseignement par les emblèmes. Et l'usage en est même arrivé jusqu'à nous, qui fûmes introduits aux vérités élémentaires de la vie par les fables de La Fontaine et les mythes de Fénelon. C'étaient nos catéchismes de l'éducation nationale. On les met de côté à mesure que fuit le sens caché de leur légende. Le prodigieux épaississement des esprits depuis 3/4 de siècle de culture barbare amène une sorte de nuit tout à fait comparable à celle qui précéda l'an 1000, tant les facultés de frémir et de sentir ont seules prévalu et cru. Ça, c'est une race tout pure. C'est-à-dire qu'il dit les choses avec cette précision qui va jusqu'à l'excès. L'excès pour faire comprendre. Alors, je reviens sur la façon dont il est dit. Voilà. Si peu que soit mon art, il ne laissera pas de donner ainsi quelque joie à qui cherchera, non plus la cloche, le griffon, l'écu, le lys en fleurs, le coq, l'aiguillère, la colombe, ni les autres symboles de cette industrie primitive, mais les traits d'une simple et pieuse philosophie. Donc ne vous arrêtez pas à l'apparence. Ces traits se feront voir dans leur naturel quand vous présenterez les pages de ces mythes et de ces fabliaux au clair intérieur de vos réflexions. Ils se révéleront sous un mince tissu de phrases dont je peux dire que je n'ai pas écrit une seule sans l'illustrer comme d'un filigrane de sens secret. C'est fabuleux. Il n'a pas écrit une seule phrase sans qu'il y ait un sens caché. Tous apparaîtraient à la longue si ma phrase avait longue vie, du moins par vous, par le rayon de vos rêveries attentives, plus une humble figure, peu importe. J'en ai assez dit pour vous dire que son propos était donc de répondre aux contes chrétiens en écrivant des mythes et des fabliaux. Alors, combien y en a-t-il? Il y en a 9. 9. Je continue? 10 minutes. 10 minutes. J'aurais pu vous faire l'explication d'un conte, mais je vais aller très vite. On va s'arrêter sur un ou deux. 9 contes, dans lesquels il met tout. Tout. Les 3 premiers contes, il les intitule Religion. Les 3 suivants, il les intitule Volupté. Et les 3 derniers, il les intitule Harmonie. Chacune de ces séries de 3 contes s'achève par un conte dont je dis qu'il s'appelle, que j'intitule des contes je. Parce que ce sont des contes où Maurras se met en scène, il dit je. Quand Maurras dit je, c'est de lui dont il s'agit. Je dis ça parce qu'on s'est toujours trompé et on a cru que c'était Maurras qui était dans chacun de ses contes, mais pas du tout. Alors je vous les explique brièvement. Les 3 premiers s'intitulent Religion, c'est-à-dire dans quelle fausse religion est-on arrivé? Alors la première de ces religions, ça s'appelle le jour des grâces. Non, ça s'appelle le premier, ça s'appelle le miracle des muses. Alors je vais très vite. Le miracle des muses, c'est l'histoire de Phidias qui a quitté Athènes, et en réalité c'est l'histoire de la philosophie dans les derniers temps de la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire c'est une philosophie qui au départ était une philosophie qui se voulait déiste, et puis progressivement le philosophe en réalité ne croit à rien, et à la fin on assiste en quelque sorte à la mort de Dieu. C'est exactement ce que Maurras décrit, il fait un résumé de toute la pensée philosophique de son époque. Et
dans son idée, c'est à ça que l'Église va se rallier. Mais ce n'est pas dit dans le conte. Le deuxième conte, c'est le miracle des Muses. C'est l'exaltation du sentiment religieux. Alors c'était l'époque où on faisait des congrès des religions, et on se réunissait à Chicago, on se réunissait à Bruxelles, on se réunissait entre toutes les religions, et puis tout le monde... Et Maurras montre qu'à force d'exalter le simple sentiment, eh bien, on fait du fidéisme, et à la fin, la foi meurt. Et les deux esclaves de Euphorion, qui sont les deux représentations de la religion sous forme païenne ou sous forme biblique, qui étaient dans la littérature, présente dans la littérature de l'époque, meurent. Tout le monde meurt. Le rationalisme meurt, premier conte. Deuxième conte, le fidéisme meurt et n'aboutit à rien. Troisième conte, qui est un conte jeune, La Reine des Nuits. Un conte d'une beauté, mais d'une beauté, où Maurras se raconte lui-même. Au début, il est jeune, la force de l'âge. À la fin du conte, c'est un vieillard. Et dans une sorte de réponse à ce rationalisme et à ce fidéisme, qui sont deux erreurs, Maurras a essayé, dans une rencontre avec celle qu'il appelle la Reine des Nuits, c'est-à-dire la Lune, c'est-à-dire la politique, d'établir une politique qui soit à la fois et religieuse, nationalement religieuse, et en même temps qui soit politique et vraiment politique. Et il n'y arrive pas, c'est un échec. C'est comme un échec, tout est échec. Preuve que Maurras avait parfaitement conscience de l'insuffisance de son discours. Et il savait très bien que ça ne prendrait pas sur cette jolie dame, qui est comme la Reine des Nuits, et qui est la plus belle de toutes les femmes. Trois contes suivants, c'est trois contes voluptés. Et en fait, c'est toujours de la religion, vous allez voir. Mais c'est les projets politiques nouveaux qui apparaissent. Alors, le premier, c'est Eucher de Lille. Alors, Eucher de Lille, c'est le parti républicain, qui tout à coup se met, le vieux parti républicain, qui se met à croire, parce qu'il a trouvé au fond de l'étang, c'est-à-dire de la vie politicienne, il se met à croire à une sorte de principe supérieur qui se trouve au fond des eaux. Alors je vous passe le détail du conte, mais c'est très amusant, c'est comme un conte voltairien. Finalement, il arrive à l'arracher, à le monter sur sa barque, et finalement, ce prince merveilleux, hein, cet homme nouveau, dont nous parle Vincent Payon, Benoît Hamon, parce que c'est exactement ça, il le serre dans ses bras, et ce n'est plus qu'un corps en état de décomposition, qui sent très mauvais, et lui, il est là à lui faire des prières, et à trouver qu'il sent très bon. Et finalement, il se suicide. Échec. Ensuite, vous avez le conte des deux testaments de Simplice. Alors, les deux testaments de Simplice. Simplice est un gentilhomme. Près de Menton, et Maurras écrivait à l'époque dans la Gazette, donc il connaissait très bien ce monde du boulevard Saint-Germain de l'époque, de la rue de Condé. Il existait encore. Mais ce Simplice, il a un vice, c'est qu'il n'aime que les choses mortes. Alors je ne sais si vous avez lu ce merveilleux pamphlet que Maurras a écrit sur Chateaubriand, et les amoureux de Chateaubriand ne supportent pas Maurras à cause de ce pamphlet, où il dénonce en Chateaubriand un goût de mort. Il aime les choses mortes. Alors dans Simplice, c'est exactement cela. C'est exactement le parti conservateur tel qu'il existait dans les années 1880, déjà avec MacMahon, 1875, 1877, tu te soumets ou tu te démets. Eh bien, il est là. Il s'aperçoit que tout est perdu. Vous avez déjà entendu ça. En tous les cas, moi, à ma génération, je n'entendais que ça. Mais Hilaire, qu'est-ce que tu veux réagir? Enfin, voyons, on a déjà tout perdu. On a perdu ça, on a perdu ça, on a encore perdu ça. De toute façon, toutes les monarchies sont tombées, pourquoi veux-tu en restaurer une? De toute façon, tous nos châteaux, on les a pris, donc tu ne vas pas essayer d'en conserver un ou d'en racheter un. De toute façon, tout est perdu, nos patrimoines, c'est fini, c'est fini. Et Simplice, il marche là-dedans. Mais quand vous allez écouter, enfin, plus le Figaro d'aujourd'hui, parce qu'il a remonté,
Mais quand vous lisiez le Figaro d'il y a 30 ans ou 20 ans, c'était exactement ça. C'était pourquoi vouloir quelque chose, pourquoi vouloir maintenir la nation française? C'est fini, voilà, on l'inscrit. Alors il a un registre, il inscrit tous les morts, et puis lui, il est là, la bouche béante, il attend sa mort. Le conservateur, le type du conservateur. Donc il a dressé le type du républicain, qui idolâtre d'un prince inexistant et cadavérique, et il met en scène ensuite un gentilhomme qui s'imagine que toute la vie consiste à assister à des décès et à la disparition de tout ce qu'il aime. Et puis le troisième conte, c'est Trophime. Le deuxième conte, c'est Trophime, dans cette série volupté, et le troisième, c'est les deux testaments de Simplice, parce que Simplice, du coup, il y a un jeu à la fin, c'est pour ça que c'est un conte-jeu, et il laisse ce testament en témoignage à son meilleur ami, qui est précisément Charles Maurras, et qui va tirer la leçon de ce parti conservateur, qui est un parti qui perd toujours. Et alors Trophime, c'est un évêque qui vient en Gaule, à Aix, dans la ville politique, parce que tout ça c'est évidemment un mythe, c'est un conte, donc il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, et c'est tout simplement le ralliement. Et alors, que vient faire l'évêque de la part de l'apôtre Pierre et Paul? Il vient essayer de persuader la grande Catin d'Aix, Myrto, la grande Catin, qu'elle doit vivre. Parce qu'on est là, on est désespéré, vous savez, on est désespéré parce que cette société manque d'âme, elle n'a plus de souffle. Les problèmes se posent exactement aujourd'hui comme ils se posaient il y a 100 ans, c'est du même ordre. Donc la grande Catin, c'est la grande démocratie dont on vit, en fait. Elle est là, elle est expirante, et le propos de l'évêque, c'est de la convertir. Alors ce qu'il y a de très intéressant dans ce conte, c'est que Maurras montre comment l'apologétique de l'évêque change en fonction de la personne à laquelle il s'adresse. Il ne parle plus de Jésus-Christ, il parle de l'amour. Il parle de l'amour. Et vous voyez apparaître le modernisme. Maurras voit naître, avant que le modernisme apparaisse, il voit apparaître le modernisme et il dit c'est la conséquence de ce plan incroyable dans lequel, certainement avec une bonne conscience, et bon, seul Dieu est juge, hein, mais Maurras se met dans une colère énorme, folle, vous allez aboutir à la destruction de la religion et à la destruction de la politique, avec ce ralliement. C'est vous qui allez céder, qui allez transformer progressivement votre religion pour en faire une religion adaptée au discours qu'il faut tenir à la grande Catin. C'est formidable. Mais il est génial, ce garçon. Il a 23 ans. Génial, c'est exactement, ça n'a pas changé. Ça fait un siècle que ça dure. Et en même temps, ça détruit la politique, puisque le Trophime, eh bien, à la fin, il est lapidé. Échec. Alors maintenant, il reste les 3 contes de la fin. Je prends encore 5 minutes. Alors celui de la bonne mort, dont j'aurais voulu parler plus longuement, mais c'est un petit peu rapide. Mais vous allez très bien comprendre, celui de la bonne mort. La bonne mort, alors on l'a beaucoup reproché à Maurras. Il l'a réédité en 1926, il a fait exprès, en édition bibliophile. C'était pour faire comprendre que c'était ça. Ce qui se passait en 1926, au moment où on le condamnait. Et il le reprendra jusqu'à la fin. Et cependant, il l'a retiré des éditions postérieures, au motif que ça choquait. Évidemment, ça choquait. Alors je vous explique le petit conte. C'est encore une mise en scène. Une mise en scène. Maurras a l'art de la mise en scène. Et il s'appelle Octave de Fonclare. C'est un jeune homme, il a 14 ans. Il va connaître l'initiation à l'Eucharistie. Mais le jeune homme a eu une enfance, une adolescence un peu maladive, et donc il les a passées dans la bibliothèque de son père, et où il lisait les livres libertins qui se trouvaient là, et il en avait les images, etc. Et donc le malheureux garçon, il est là, dans un décor, alors c'est très amusant, c'est un décor où il n'y a que des couvents. Et lui-même, il est dans un collège, qui est le collège des 5 heures de Jésus et de Marie. Alors vous prenez, je l'ai démontré, paragraphe après paragraphe.
En réalité, Octave de Fontclare, c'est un jeune homme, c'est un jeune royaliste. Et il ne peut pas satisfaire ses envies. Alors, c'est une mise en scène, voilà. Et comme vous savez que, surtout à l'époque, maintenant je crois que les choses ont un peu changé, mais surtout à l'époque, le grand problème dans les éducations des jeunes gens, c'était la pureté. Bon, cette vertu angélique, comme disait l'autre, c'est la seule vertu que les anges ne pratiquent pas, puisqu'ils n'en ont pas besoin. Et donc, le Octave de Fontclare, il est là, et en réalité, c'est une transposition, mais évidemment à la limite du blasphème, mais qui en réalité n'est pas du tout blasphématoire dans son intention, et Maurras l'a toujours dit. Mais d'ailleurs, personne ne l'a compris. Tout le monde a cru que c'était une histoire personnelle, où Maurras racontait ses petits tourments de petit jeune homme à 14 ans, 15 ans, qui peut avoir des tentations, etc., tout ce que vous pouvez imaginer, et qui est morigéné par son confesseur. Alors lui, il cherche son confesseur. Et d'ailleurs, tout moraliste sait très bien que la tentation, c'est pas le péché, et que sentir n'est pas consentir. Donc, par conséquent, n'importe quel... Je ne comprends pas comment il n'y a pas eu un clerc qui a donné sur ce compte un avis circonstancié pour expliquer qu'on est à côté de la plaque. Mais Maurras fait exprès d'être à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'il veut rendre encore plus criant le scandale. Attendez, je vais vous dire des choses qui sont effectivement, comme on dit maintenant, à la limite. On transforme l'acte de votation en véritable communion sacramentelle. Mais quand vous lisez les journaux catholiques de l'époque, c'est exactement ça, par obéissance. Et puis au Sacré-Cœur de Jésus qu'on invoque à tout bout de champ dans cette affaire. Et lui, il est Octave de Fontclare. C'est dramatique, parce qu'il a la foi. Il croit au Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'il croit plus au Sacré-Cœur qu'un jeune homme royaliste, voyons. Il a ça sur tous les drapeaux de charrette. Et il est là, et il est pris entre le discours qu'on lui tient, et alors, à chaque fois qu'il est question en fait, d'un ordre pontifical, on met que c'est le bon Dieu, que c'est Jésus-Christ lui-même. Mais Maurras fait exprès de mettre c'est Jésus-Christ lui-même. Et le décor est un décor complètement idéal, parce qu'il n'existe pas. C'est Aigues, mais ce n'est absolument pas la description d'Aigues mortes. Il y a des collines, il y a partout des couvents, des carmélites. Et ce jeune homme, il se recouvre, avec l'autorisation de son confesseur, du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Alors en fait, en réalité, c'est toute une symbolique. Et qui se retrouve dans ce qui s'est passé à l'époque. Car on a créé la Ligue de l'Ave Maria en 1892 pour gagner les bonnes élections. C'est fabuleux. Vous aviez les assomptionnistes, les pères assomptionnistes ont dit, c'était pour les élections municipales en 1892, ensuite ça se retrouvera en 1993 pour les élections législatives. Alors en 1892, il a été dit dans la Croix qu'il y aurait autant de messes dites pour les morts du village qu'il y aurait de bons bulletins de vote. Non, mais même si c'est du vrai, même si c'est du bon, attendez, le scandale est de l'autre côté. Et Maurras fait exprès de souligner ce scandale en le dressant dans une sorte de mise en scène, évidemment parfaitement. Et alors le gosse, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir? Eh bien, il va garder son scapulaire, et après avoir subi 3 tentations dans la fameuse nuit qui précède, et en réalité c'est les 3 tentations qu'on retrouve dans les journaux de l'époque, et en particulier dans la Gazette de France, quand vous la suivez de près, c'est que la Gazette de France imagine les 3 choses. Soit je rallie, à ce moment-là, eh bien, je serai pris dans c'est un rêve, il est pris par des naïades, dans une mer onctueuse, c'est-à-dire, à ce moment-là, le royalisme ne sera plus rien, puisqu'il se sera fondu, donc il aura perdu tout intérêt. La deuxième, c'est il perd, donc il imagine un récit de bataille, où finalement, les paysans
les paysans charognards viennent lui retirer ses affaires. C'est exactement ce qui s'est passé après les élections municipales. C'est-à-dire que les mairies sont passées des messieurs voilà, aux paysans radicaux, pas aux paysans catholiques, aux paysans radicaux. Et puis la troisième hypothèse, ben c'est qu'il se réfugie dans la mondanité, et à ce moment-là, il tombe dans les bras d'une belle amine qui garde le royalisme. Elle sent bon la fleur de lys, mais ce n'est que mondain, et c'est complètement vain. Et alors, il sent qu'il est perdu, qu'il est trompé, qu'il est dupé, y compris par son Dieu, entendez par son pape, en réalité. Et donc, pour s'en sortir, il va se suspendre à la clé du parapet de pierre. Alors, c'est très intéressant parce que la clé du parapet de pierre, cette expression se trouve dans la Gazette, dans l'éditorial de la Gazette, du jour de l'élection de 1892. C'est-à-dire qu'il ne reste plus aux royalistes qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire s'en remettre à l'infaillibilité pontificale telle qu'elle se définit, et qu'après tout, le ralliement à la République et tout le tremblement, tout ça, ça passera. Mais lui, le jeune royaliste, il s'est sacrifié, il a gardé son scapulaire, il l'a enlacé sur lui, et alors c'est magnifique, la finale est absolument magnifique. Il a une allure de prophète, et il se sacrifie en se jetant, et dans le soleil levant, c'est-à-dire dans une nouvelle théologie, son corps fluet se balance. Je vous lis les quelques passages qui sont absolument magnifiques. Il dit aussi une oraison au premier moine du Carmel, à Élie le prophète, qui siège en paradis sans avoir dépouillé la chair. C'est-à-dire qu'il n'a pas dépouillé la politique, au nom d'une spiritualité mal comprise. Il resserre le nœud qu'il a formé lui-même autour de sa gorge, s'élance du balcon de pierre, et fait comme il a résolu. Et maintenant son corps fluet comme la tête des cyprès se balance dans la lumière, comme les cloches des chapelles, il répond au faon matinal. Et le jeune soleil, ayant enfin bondi au ciel, le revêt de riche clarté. Rien ne serait plus beau que cette chair resplendissante, n'était le feu serein, couleur de la première aurore, qu'est devenue au même instant son âme délivrée. Vêtue de confiance, elle s'avance hors du monde, accompagnée de flûtes et de chants nuptiaux. Sur la rive opposée, l'odeur des lys, unie à la fleur d'olivier, la fleur de la sagesse, présage la venue de la Vierge Marie, chantant avec ses filles selon les harpes de David, béni soit-il celui qui vient, il a lié la terre au ciel. Ça aurait été parfaitement blasphématoire s'il avait dit il a lié le ciel à la terre, puisque ça c'est Jésus-Christ. Mais le sacrifice, et Montmorency ne parle pas de lui, hein, il parle de cette génération sacrifiée de royalistes qui ont été contraints par la religion catholique de choisir entre leur mort, qu'ils ont acceptée, mais sans renoncer à la volonté de continuer de faire de la politique. Mais au-delà, et finalement, ça s'appelle la bonne mort parce que, d'une certaine manière, ils gagnent la vie surnaturelle. Je ne sais pas si je me suis assez bien expliqué. Ce conte est absolument merveilleux, il mérite d'être détaillé jusque dans ses moindres phrases. C'est à pleurer. Et le conte qui suit s'appelle le conte des serviteurs. Alors lui, il a servi à condamner Maurras parce qu'on a prétendu que c'était un éloge de l'esclavage. Alors je vais très vite, c'est l'histoire de Criton, qui meurt au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui perd sa femme et ses esclaves, et puis qui descend. Puis il connaît des épreuves, et puis il rentre dans les Champs-Élysées, finalement, et là, il s'endort pendant plusieurs siècles, et puis ensuite il se réveille, il retrouve ses esclaves, et puis finalement, il a une tentation qui est de revenir sur Terre. Mercure lui apporte un moyen de revenir sur Terre. Et les esclaves sont très, très désireux d'y retourner, lui-même aussi, mais Androclès, le meilleur de ses esclaves, le sermonne et lui explique que ça ne se passe pas très bien sur Terre.
D'autant plus qu'il est arrivé des incidents nouveaux. Et là, Criton se souvient qu'il a été question d'un Christ hébreu qui devait apparaître, et alors il demande, est-il apparu ce Christ hébreu? Alors Mercure répond, oui, ça fait la 373e Olympiade qu'il a crié son cri sur la croix, et maintenant il est là. Et alors c'est le désordre. Et Criton refuse de rentrer, de remonter sur Terre, il reste dans les Champs-Élysées, et sa figure devient rayonnante et rayonne comme un soleil. Voilà, pour aller très vite. Un conte magnifiquement écrit également. Qu'est-ce que c'est? Là aussi, personne n'a jamais expliqué. Pardonnez-moi, mais je suis obligé de dire une petite chose. Je suis le premier à l'avoir vraiment expliqué. Bon, il faut quand même qu'un jour je puisse le dire, ça. Alors, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'il y en a ensuite beaucoup d'entre vous qui s'y mettent, et chacun s'y mettant, on arrivera bien à tout déchiffrer du Maurras mystérieux. Ce qui ne fera que, je dis, que rendre encore plus mystérieux le personnage de Maurras. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'histoire de l'esprit grec, à travers les âges. Pas l'histoire de Criton, pas l'histoire de Maurras. Ça n'a rien à voir. C'est l'histoire de l'esprit grec à travers les âges. Alors il meurt, ben, au 4e siècle, on écrit, père. Et les esclaves, c'est pas des esclaves, c'est les arts. D'ailleurs, on voit très bien, puisqu'il raconte que les uns sont faits pour les jardins, les autres sont faits pour ceci, pour cela, pour la raison. Alors il décrit la décadence grecque, et puis ensuite l'entrée dans les Champs-Élysées, c'est-à-dire les Champs-Élysées catholiques. Et là, il s'endort. Voilà, il s'endort. D'ailleurs, il rencontre 4-5 jeunes fleuves qui portent leur couronne d'épis mûrs et de cornes dorées et qui jouent sur les puretés des ondes originelles. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la rencontre des sacrements, représentation au Moyen-Âge, vous savez, par des fontaines, 4-5 jeunes fleurs. Alors, leur couronne d'épis mûrs et de cornes dorées, c'est la représentation de l'Eucharistie. L'Eucharistie.